Bonjour à vous. Je suis un modérateur qui est passionné par l'intelligence artificielle, mais la différence de beaucoup d'entre vous, je ne suis pas un expert. Je suis passionné, mais non expert. Et j'ai envie de poser des questions extrêmement dérangeantes, mais ça viendra après, sur l'intelligence artificielle. Autour de nous, 3 experts qui sont aux frontières de l'économie, de la sociologie, de la recherche, et qui vont apporter des éclairages complémentaires par rapport à tout ce qui a dit. Mais je voudrais que ça soit pratique. Ça veut dire impact de l'IA. Je ne vais pas dire intelligence artificielle. Moi, je crois qu'elle vient compléter notre intelligence naturelle à tous, hein. J'espère. Et qu'elle va être au service de notre intelligence naturelle. Mais ça pose d'autres questions d'éthique importantes. On va reparler d'éthique autrement aussi. Donc voilà, je vais commencer par... vous savez, j'aime bien les phrases choc, du type de celle d'un grand démocrate, Poutine. Vous êtes d'accord, hein? Il vient de dire, le pays qui maîtrisera bien l'intelligence artificielle sera le roi du monde. Je pense que la Russie travaille là-dessus, la Chine aussi, à grande vitesse. Et ça, c'est une de mes questions provocantes. Elle s'embarrasse de beaucoup moins d'éthique que nous. Bravo l'Europe et son éthique. Mais ça sera peut-être un frein à d'autres développements. Et donc, je vais commencer par ma voisine de droite, franco-italienne brillante, arrivée en France il y a combien, 7-8 ans, qui fait beaucoup de choses, qui est maître de conférence aussi à l'université, qui est aux frontières de la philosophie, de l'économie, de la sociologie, et qui est maintenant dans la science de la communication. Et qui va nous présenter, effectivement, elle est aussi très passionnée de recherche, ce qui est le cas de beaucoup d'entre vous. Alors, elle va nous proposer un certain nombre de pistes de réflexion. Je vous passe la parole. Merci beaucoup pour cette invitation et je suis vraiment très contente de voir comment effectivement la question de l'éthique revient. Moi je suis philosophe de formation et aussi juriste jusqu'à l'examen du barreau. Et ce qui m'intéresse dans mes recherches, c'est justement l'anthropologie de la technique, à savoir comment articuler cette relation très complexe entre le naturel, en particulier l'humain, et l'artificiel. Alors, ce qu'on peut commencer à dire, c'est que effectivement, l'homme a toujours utilisé la technique pour sa propre survie, pour s'adapter au milieu naturel dans lequel il a évolué. Mais cette utilisation de la technique a pris au cours des siècles une autre dimension, celle de la transformation et de l'augmentation, si l'on se fie aux rêves et au délire du transhumanisme qui souhaite justement intégrer les nouvelles technologies à l'aspect biologique et physiologique humain. Mais ce qui m'intéresse, et j'aimerais bien préciser que la sociologie, la philosophie, ce n'est pas la même, c'est vraiment pas la même approche. Il y a effectivement des différences. Ça fait partie des sciences humaines. Chacune apporte ses compétences, mais le type de questionnement est vraiment différent. Ce qui m'intéresse en effet, l'approche humaine à la technique est le fait que ces nouvelles technologies ont profondément transformé aussi l'identité anthropologique. Autrement dit, on parle depuis quelque temps de identité liquide. C'est une expression, c'est un concept qui a été développé par Bauman, sociologue, lui, en revanche, qui dit que l'être humain est porté à s'adapter et que cette vitesse d'adaptation a rendu liquide le noyau de son identité. Les nouvelles technologies ont alimenté cette idée de la liquidité en y rajoutant l'illusion de l'ubiquité et de la synchronicité, le fait que l'on soit
partout, à tout moment. Ce qui fait que, effectivement, l'être humain aujourd'hui est réduit à des entités individuelles, moléculaires et biologiques. C'est-à-dire qu'il a perdu cette cohésion, cette cohérence. Il a un peu délabré quelque part, un peu éparpillé dans ses activités. Mais les aspects qui m'intéressent, les mutations que la technologie a introduites dans l'anthropologie concernent notamment les nouvelles sociabilités. Le fait que, quelque part, on a changé notre façon de se confronter à l'autre. La question de l'altérité qui revient non seulement grâce à la question des migrants, mais la question à l'altérité, à ce qui est autre que l'être humain, que la personne humaine, a amené quelque part à un processus de monadisation. C'est un mot qui vient de Leibniz, qui considérait en fait la monade comme l'entité de base. La monade, c'est une espèce de boule qui n'a ni porte ni fenêtre, mais qui reflète comme un miroir tous les autres êtres. Alors, si vous prenez n'importe quel réseau social numérique, vous avez exactement ça. On dit I like, I don't. On exprime quelque part la participation à l'opinion de l'autre sans véritablement échanger. Et donc on va quelque part constituer un individu qui est de plus en plus isolé, mais qui a l'illusion de participer de la totalité des échanges. Et donc d'être en contact avec tout le monde. Mais là, ce n'est pas de la véritable communication, puisqu'il n'y a pas un échange, un feedback, un retour sur les arguments, sur les idées qui peuvent s'échanger. C'est plutôt, en effet, plutôt de l'expression. Je dis ce que je pense. Mais il ne faut absolument pas confondre, en sciences de la communication, ça on sait faire, entre communication et expression, puisque dans l'expression, on ne tient pas compte du destinataire. Les nouvelles technologies ont aussi, à travers ces réseaux sociaux numériques en particulier, porté cette injonction à la visibilité. Si vous n'avez pas un profil sur un de ces réseaux, vous n'existez pas. C'est-à-dire que vous n'êtes pas reconnu par les autres monades qui peuplent cet univers. Et ce processus de se mettre en spectacle, de spectacularisation justement de la vie sociale, de la vie intime, de la vie personnelle, ne fait que augmenter la quantité de narcissisme qui peuple aussi qui caractérise aussi notre société. Les nouvelles technologies risquent effectivement, et ça c'est plutôt sous le profil du monde du travail, de avoir contribué à la formation de ce qu'on appelle aujourd'hui un capitalisme cognitif qui a remplacé le bien, la marchandise par les données, les data, et qui a donc contribué à la datafication du monde, le fait que effectivement, à partir des cartes, ça on l'avait déjà, tout est exprimé par des relations. Dans le capitalisme cognitif, qui est justement un capitalisme qui se base sur la connaissance, sur les données des connaissances et sur le processus de, virtualisation de la marchandise, on va aussi produire, et ça c'est pas un bien pour l'être humain, un phénomène qui est celui du robotariat, c'est-à-dire le fait que la machine effectivement
peut essayer ou à long terme essayer de remplacer l'être humain. J'aurais aussi d'autres choses concernant les pédagogies innovantes et aussi la politique, notamment la démocratie électronique, mais je ne voudrais pas non plus monopoliser la parole et je la passe très volontiers. Ce qui revient par exemple dans les nouvelles pédagogies, c'est que il y a du très positif dans l'application de plateformes à distance qui permettent justement de lutter contre le décrochage, qui permettent justement une formation continue tout au long de la vie, parce que justement on peut profiter de ces formations en dehors de son temps de travail, quand on a le temps et quand on le peut aussi. La chose qui m'intéresse de souligner, c'est quand même aussi le fait que ces formations qui reposent sur ces plateformes ont une validité seulement si elles sont en mode hybride, c'est-à-dire avec aussi du présentiel, parce que la relation humaine entre l'enseignant et l'étudiant est absolument capitale pour renforcer l'idée d'une formation et pas d'un formatage des têtes. Bon, Valentina, vous avez posé des questions. J'ai eu très peur. Vous avez commencé par analyser tous les risques. Et bien sûr, dans les réseaux sociaux, on les connaît, tous ces risques. Avec l'outil de l'intelligence artificielle, visibilité excessive, narcissisme, on le sait bien tout ça. Expression n'est pas, c'est intéressant, expression n'est pas communication. Et puis, dans le travail, effectivement, toutes les modifications qui vont être apportées par l'intelligence artificielle et par l'informatique de manière générale. On va très vite aujourd'hui. Alors, heureusement que vous avez abordé les effets positifs, et moi je suis passionné par les MOOC. Actuellement, j'apprends à distance le codage du Massachusetts Institute of Technology, qui est révolutionnaire, le Scratch, fabuleux. Donc, il y a du plus un peu partout, heureusement. Mais il y a des risques, des menaces, et on reviendra peut-être dessus avec nos autres intervenants. Et on va vraiment poser des questions sociétales très importantes. Je vous laisse la parole. Vous, donc, Isabelle, qui est aussi au croisement de beaucoup de choses, de beaucoup d'univers. Hein, je vous laisse vous présenter, c'est mieux. Ouais, bonjour, donc je suis Isabelle Gallig. Comme vous avez pu remarquer, tous les profils ce matin sont un peu comparables aux miens, c'est-à-dire qu'on est transdisciplinaire par nature. Et que c'est vrai que l'intérêt pour l'intelligence artificielle est né beaucoup dans des profils de ce type-là. C'est-à-dire la capacité d'embrasser le monde un peu plus largement que dans une simple expertise, ou du moins la nécessité, ou le goût pour ça. Donc moi, je travaille, j'ai la direction opérationnelle d'une chaire sur le futur du travail au CNAM à Paris, et je m'intéresse aux technologies innovantes depuis 1996, c'est-à-dire à peu près la date où en France est arrivée la révolution numérique. Et j'ai donc eu la chance de pouvoir suivre l'évolution du numérique en France, et une évolution du numérique, puisque je suis juriste de formation. Alors j'ai intérêt à me méfier parce que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de philosophes dans la salle aujourd'hui, et malheureusement j'ai pas ce niveau intellectuel, hein. Je suis beaucoup plus pragmatique, hein, en tant que juriste. Donc j'ai eu la chance de pouvoir m'intéresser au rapport des technologies et du droit dès le départ, et pour des populations particulières, les élèves ingénieurs, et des élèves ingénieurs qui ont eu une énorme appétence, surtout dans les années 80, la fin des années 90 et les années 2000, pour monter des startups. Et du coup, je me suis intéressée aussi au business model, à comment créer de la valeur, à comment faire du law by design. On nous a parlé tout à l'heure de l'éthique by design. Mais moi, mon intérêt, quand j'essaie de dessiner un modèle économique pour une startup, enfin l'aider à dessiner son modèle économique plutôt, j'essaie de voir aussi comment il va remuer le moins possible le droit, et donc va pouvoir être accepté au plus vite. Parce qu'il n'y a pas que l'usage, hein, il y a aussi la conformité au droit qui facilite, hein, la pénétration sur un marché. Donc je suis ravie d'être ici aujourd'hui. Je voudrais remercier l'association Recherche et Avenir qui m'a invitée. Je suis épatée de voir que sur la Côte d'Azur, il y a un tel dynamisme autour de l'intelligence artificielle. J'étais invitée il y a 2 mois déjà par Laurence Vanin sur le colloque Smart City, qui a été un moment exceptionnel sur l'intelligence artificielle. Et on a monté très récemment
avec Félix Kudelska, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est un jeune start-upper local, qui fait une IA sur la prédiction d'hospitalisation, une association sur les entreprises qui font de l'IA sur la Côte d'Azur. Donc si vous êtes entrepreneur, n'hésitez pas à nous rejoindre. Ça s'appelle le Cluster IA. Nous avons notre première réunion de travail ce soir. Et c'est un endroit formidable qui vient en soutien du projet 3IA de l'IRIA et qui a pour mission de créer des cas d'usage et cas pratiques, du partage d'expériences entre entrepreneurs et pas seulement sur le volet recherche, comme je vous disais. Donc j'ai eu la chance de connaître une première révolution, c'est la révolution numérique. Et à chaque révolution technologique, on s'aperçoit qu'en fait, il y a de nouveaux usages et que ces nouveaux usages créent des peurs et que ces peurs incitent, obligent à ce qu'on prenne un nouveau cadre. Et ce nouveau cadre, c'est un cadre qui doit être là pour rétablir la confiance. Pour rétablir la confiance, eh bien, il y a plusieurs moyens. Depuis ce matin, tout le monde vous en parle. Il y a l'éthique, il y a le droit. On veut tous que, bien évidemment, l'intelligence artificielle fasse progresser l'espèce humaine et non pas la détruise, comme dans les pires scénarios que peut nous livrer Laurent Alexandre dans ses meilleurs ouvrages que vous connaissez tous. Donc, comment établir la confiance ? C'est devenu très compliqué. C'est devenu compliqué parce qu'entre-temps est passée la révolution numérique et que la confiance, c'est les réseaux sociaux. En période de gilets jaunes, vous voyez à peu près la teneur de la qualité de l'information qui circule sur les réseaux. Vous voyez se manifester la problématique des bulles d'enfermement dans lesquelles les gens qui se ressemblent s'assemblent, comme vous disiez très bien, et qui fait qu'on n'a absolument plus confiance en Occident dans les institutions et on a plus confiance dans son voisin qui, un matin, s'est réveillé en se disant finalement tout ce monde est pourri, il faut le changer. Donc c'est compliqué et c'est compliqué pour les entreprises et c'est compliqué pour l'État. On voit bien que la problématique, elle est double. Pour le commun des mortels, l'intelligence artificielle, c'est le parcours ce Parcoursup, c'est cet algorithme qui choisit pour les gosses leur avenir. C'est ça, pour les gens, l'intelligence artificielle. C'est le chatbot de Amazon qui, sur un service après-vente, au bout de 2 jours, s'était bien insulté les clients parce qu'il a appris à dialoguer avec un client. Donc un client dans un service après-vente, vous savez comment il s'adresse aux gens, comment il s'adresse à un vendeur. Donc à la fin, le chatbot lui disait les pires insanités. C'est les logiciels de recrutement qui proposent les salaires les plus bas aux femmes. Sur LinkedIn, les postes que vous recevez quand vous êtes une femme sont les postes les moins bien payés. À compétences égales, c'est toujours pas la même histoire. C'est l'algo de Google qui pense que les Noirs sont des gorilles. C'est des choses comme ça pour le grand public, l'intelligence artificielle. Donc rétablir la confiance derrière ça, c'est compliqué. C'est d'autant plus compliqué qu'on a une vision maintenant de ce qu'est la réalité qui est très digitalisée. Quand des fake news circulent sur les réseaux sociaux, ce sont des fake news et pas tout à fait. Pourquoi ? Parce que les gens fabriquent de l'information avec les moyens du bord pour donner un ressenti. Donc c'est vrai que, par exemple, Marlène Schiappa n'aura pas dit ça, mais il est vrai qu'on a le sentiment qu'elle voudrait le dire. Donc c'est ça que reflètent nos réseaux sociaux quand on parle de fake news. Donc ça, c'est problématique. C'est d'autant plus problématique, c'est que dans l'intelligence artificielle, on lui fait prendre des décisions. Tout à l'heure, on parlait de décisions cartésiennes. C'est-à-dire qu'on lui fait prendre des décisions en amont. Nous, en tant qu'humains, on réagit en aval. On réagit avec l'outillage qu'on a, l'éducation qu'on a reçue, les valeurs morales que l'on porte. Est-ce que là, on va demander à des gens de programmer un résultat ? On va demander à des gens de choisir de tuer une personne, un adulte ou un enfant. Et comment va-t-on faire ce choix ? Comment peut-on faire peser sur les informaticiens, sur les programmeurs, le choix de tuer un enfant ou un adulte dans la voiture autonome ? C'est une vraie complexité. C'est moins simple que de réagir quand vous êtes au volant de manière spontanée et après de voir ce que le juge va en penser. Donc c'en est fini du mythe de la neutralité technologique. On y est encore un peu dedans, parce qu'à chaque fois qu'on voit arriver une nouvelle étude sur manger trop de kiwis va vous donner de l'urticaire, on s'arrête tous de manger des kiwis. On est encore un peu dans cette croyance de la neutralité technologique. Les entreprises l'invoquent. Quand les entreprises vous disent nous, on ne veut pas être réglementé parce que vous comprenez, technologiquement, on ne pourrait pas, etc. On l'a connu avec la modération, on le connaît toujours. C'est un des problèmes des plateformes comme Facebook et Twitter qui ne veulent pas rentrer dans la modération, mais qui voudraient qu'on légalise sur le fait qu'on n'ait plus le droit d'utiliser des pseudos pour s'exprimer librement. Alors pourquoi veulent-ils légaliser l'interdire les pseudos ? Parce que vous avez vu, l'information est relayée actuellement par le gouvernement et
il est possible qu'on ait une proposition de loi dans ce sens. Bien parce que c'est beaucoup plus facile de savoir qui est le coupable, et donc en tant qu'intermédiaire, vous n'êtes plus responsable. Donc puisqu'on sait qui c'est, donc on va directement sur lui. Donc c'en est fini de la neutralité, enfin de la neutralité technologique, c'en est fini de l'anonymat sur les réseaux sociaux, anonymat qui est par ailleurs nécessaire à la liberté d'expression. Donc ces questions ne sont pas si simples, elles sont très complexes, et elles sont très complexes d'autant qu'elles peuvent avoir des effets dommageables très importants. Pareil, les entreprises nous parlent de boîte noire. Dans le dialogue qu'il y a eu avec la CNIL et les grands groupes qui font de l'IA, on nous a dit qu'on ne pouvait pas expliquer un algorithme, on ne pouvait pas le rendre transparent, tout au plus on pouvait l'expliquer. Donc finalement, qu'est-ce qu'on pouvait condamner sur une intelligence artificielle? C'est non pas l'algo, puisqu'on ne voit pas ce qu'il y a dedans, mais plutôt le résultat de l'algo. Ce qu'on connaît déjà en matière de données privées, puisque la finalité d'un traitement de données doit être conforme à la loi, mais le résultat aussi doit être conforme à la loi. Donc finalement, c'est l'intention qui serait réglementée et le résultat, pour éviter les infractions, les délits, les crimes, les exclusions, les discriminations, les enfermements, tous ces effets dommageables qui sont en train de transformer notre société. J'essaye d'aller vite. Certains nous disent, écoutez, il est trop tôt pour réglementer, il est beaucoup trop tôt pour réglementer, donc il faut mettre de l'éthique. Alors, l'éthique, c'est compliqué. Je ne suis pas philosophe, mais pour moi, il y a 3 types d'éthique qui un peu importantes que je vois. C'est la déontologie, l'éthique morale, l'impératif moral. C'est moral, il faut, c'est le bien, le mal. Il y a une éthique qui est un peu plus proche déjà du droit, qui est la moins dommageable. On choisit cette solution parce qu'elle est moins dommageable que d'autres. Et enfin, il y a la casuistique, qui est une base de ce que va être le droit, c'est-à-dire qu'on part des faits, on voit dans les autres cas ce qui a été jugé, et puis on va appliquer ça à un cas réel. Donc ça, c'est déjà la première question, c'est qu'il y a tellement de types d'éthique, il y a tellement de valeurs, c'est tellement changeant, etc. C'est compliqué, mais c'est nécessaire au débat. Et c'est pas inintéressant d'acculturer toute la chaîne à l'éthique. C'est pas inintéressant de faire comprendre à tout le monde que comme la technologie n'est plus neutre, alors il faut que tout le monde se sente concerné. La CNIL a trouvé une solution en attendant que tout ça devienne très vertueux, c'est garder la main. C'est-à-dire que dès que la vie humaine est impliquée, alors il faut qu'un humain intervienne. C'est une période intermédiaire, c'est une période qui ne pourra pas perdurer. On sent bien que l'automatisation, l'autonomisation des décisions est nécessaire aux avancées technologiques et que donc, à un moment, il va falloir faire donner confiance à la machine, mais il faudra d'abord qu'elle nous prouve, cette machine, qu'on est capable de lui faire confiance. Donc on en est là, on en est à ce moment intermédiaire. Alors les entreprises, elles qui n'ont pas intérêt, je le répète, à avoir de la réglementation, elles veulent être libres. Vous savez qu'au niveau européen, pour la première fois, on vient de décider du principe d'innovation, qui est une mesure qui contrecarre le principe de précaution. Le principe d'innovation, c'est on essaye quand même, même si au principe de précaution, on aurait interdit. Donc les entreprises qui n'ont pas intérêt à être réglementées préféreraient avoir de l'éthique et donc sont en train de développer des chartes éthiques. Alors on en est vraiment au balbutiement. L'Axel à Paris a enquêté auprès de ses membres. Le nombre de chartes éthiques dans les entreprises est très bas sur ces questions-là. Le truc, c'est que il y a beaucoup de questions qui vont être impactées. Donc c'est vrai que le débat éthique va être nécessaire. Valentine le disait tout à l'heure, l'identité est la première des choses qui va être impactée. À l'heure actuelle, l'identité, c'est votre nom, prénom, c'est votre état civil. C'est l'État qui le détient. À l'heure actuelle, cette identité est en train d'être transférée sur les réseaux sociaux, qui ont une connaissance bien plus grande qu'à l'État sur vous, à travers votre état civil. Et ça pose non seulement une question de vie privée, est-ce que c'est mon profil ou est-ce que c'est mon identité que je vais utiliser ? Mais ça pose aussi une question de privatisation de l'identification. Facebook a comme stratégie de devenir le tiers identificateur à la place de l'État. Une banque pourra avec un Facebook Connect, vous pouvez vous connecter à votre banque et votre banque bénéficiera d'un profil beaucoup plus complet que le simple profil d'état civil et celui qu'elle déduira de vous.
De même que ce capitalisme cognitif est très différent. Celui qui a le stock de données, c'est l'humain. Celui qu'on ne rémunère pas, c'est l'humain. Hein, celui qui est rémunéré, c'est celui qui est capable de faire circuler la donnée. Hein, les modèles économiques actuels sont des modèles qui sont basés sur la circulation de la donnée, sur le flux. Donc la propriété, telle qu'on la connaissait par le passé, est en train d'être complètement remise en question. Je veux dire, on n'a plus de propriété matérielle, ce n'est plus que la propriété immatérielle. Et c'est même pas celui qui détient le capital qui fait de l'argent, c'est celui qui l'utilise le mieux. Donc c'est vraiment un changement. L'égalité. Je veux dire, dans notre constitution, c'est égalité, liberté, fraternité. Hein. C'est nos 3 principes fondamentaux. Ben, l'égalité est explosée par l'intelligence artificielle. L'égalité, c'est la personnalisation. La personnalisation, c'est l'anti-égalité. Notre conception, du moins en France, de l'égalité, c'est une conception d'égalité de masse. C'est absolument pas une conception d'égalité individualiste. On a tout le monde la même chance pour aller à l'école. Il faut qu'on change tout notre logiciel, je rose de dire ça parce que c'est une expression qui est un peu ancienne, mais il faut qu'on change toute notre approche de ce qu'est l'éducation à partir du moment où on rentre dans la personnalisation. C'est-à-dire que chaque enfant sera pris dans sa spécificité et sera amené à un endroit qui sera décidé par qui, on n'a pas bien compris, hein, parce que si c'est parcours post-bac, ça veut dire donc il sera dirigé par une sorte de plan stratégique de l'État des emplois à 20 ans. Hein, c'est à peu près ce qu'il faut à un enfant pour être éduqué. Donc c'est compliqué, hein, cette question de la personnalisation. L'égalité, c'est quelque chose. L'égalité de masse, c'est un truc qu'on savait gérer. C'est un truc qu'on gère depuis 1789. Donc c'est quelque chose qu'on avait bien intégré. Comment on va faire la personnalisation, ça va être plus compliqué. La prévention versus la prédiction, ça change tout le régime de responsabilité. Quand vous faites des contrats à l'heure d'aujourd'hui, hein, quand vous faites des contrats, ces contrats, c'est simple. Où vous avez le résultat, ou vous ne l'avez pas. Là, on va vous demander d'anticiper sur le résultat que vous auriez. Ça change la responsabilité. Ça veut dire que quand vous faites une action, vous devrez la simuler systématiquement avant de la faire. En gros, vous sortirez de chez vous, vous irez d'un point A à un point B, mais il va falloir simuler si vous n'allez pas avoir un accident sur la route. Et enfin, je pense qu'un des gros sujets à l'heure actuelle, hein, c'est l'histoire des commons. C'est-à-dire qu'on est en train de privatiser l'intégralité, hein, de ce qui étaient les services. Et donc, les services publics sont eux-mêmes en train de se transformer en plateforme et en prestataires. On peut y avoir des gains de qualité, hein, c'est pas la question. Mais définir ce qui doit rester du public et ce qui doit rester du privé reste une question à part entière. Donc ça, je vous l'annonce, hein, on va avoir un tsunami juridique. On en a eu déjà avec le numérique. Avec l'intelligence artificielle, ça va être époustouflant parce qu'on touche à nos fondamentaux. Et que ces fondamentaux vont donc avoir des effets de bord très importants sur nos vies quotidiennes. Ça va créer de nouvelles frictions, ça va créer de nouvelles craintes. Ça fait que les gens, à l'heure actuelle, mentent énormément quand ils donnent leurs données. Hein, ils se méfient énormément. Et à cause de ça, notamment les collaborateurs dans les entreprises, à cause de ça, les algos vont avoir du mal à avoir de la donnée propre, hein, avoir de la donnée fiable. Et du coup, quand on va devoir définir quelle est la chaîne de responsabilité dans l'IA, parce qu'il va falloir la définir, il va falloir savoir qui est responsable de quoi quand ça ne fonctionne pas et quand ça a des effets dommageables, eh bien, ça va être compliqué parce qu'une entreprise qui va, par exemple, avoir basé un certain nombre de décisions sur les déclaratifs de ses collaborateurs qui auront menti, ok, le droit du travail va devoir s'adapter à ça, mais la responsabilité de l'entreprise aussi, etc. Et on ne connaît pas encore les nouveaux intermédiaires. Donc on ne sait pas encore qui seront, hein, les plateformes de demain, les sites, les fournisseurs d'accès, etc. Hein. C'est tout ce qu'on a fait dans le numérique. Et je voudrais conclure juste, hein, je crois que je suis dans les temps. Tout va bien ? D'accord. Je voulais juste conclure par un truc. En discutant au téléphone avec Michel, il m'a dit que ce serait intéressant de faire une petite illustration avec les métiers du droit. Donc j'ai réfléchi par rapport aux métiers du droit. Et dans le droit, on va prendre deux grands métiers, c'est les juges et les avocats. Donc les avocats, eux, vont se servir énormément du data mining, hein, de l'extraction de données, pour faire de l'analyse probabiliste des risques qu'auront pris leurs clients par rapport à un certain nombre d'actions qu'ils vont mener. Donc quand vous irez chez votre avocat, il va extraire désormais de la masse des 700 pages de contrats que vous aurez,
les éléments essentiels et va pouvoir vous dire, voyez, là on prend tel risque, là tel risque, il va extraire de la base de données des différents codes qu'il aura à sa disposition, eh bien, les qualifications juridiques des faits que vous aurez faits, qu'il pourra interpréter. Et à partir de ces qualifications, il va choisir la qualification qui lui paraîtra la plus optimale pour vous défendre le mieux. Et c'est comme ça que l'avocat de demain, qui ne sera pas supprimé, hein, contrairement à ce que l'on annonce partout, va se transformer. C'est-à-dire va se transformer en stratégiste de l'application du droit. C'est-à-dire qu'il va être là, est-ce que j'utilise telle qualification juridique ou telle autre ? Hein, vous savez que entre un emprunt et un vol, c'est pas tout à fait la même chose. Donc c'est pareil hein, à ce niveau-là. Pour le juge, ça va être pareil. Il va se retrouver, donc, vous savez, les juges, dans certains dossiers, ils ont 2, 3, 4 mètres de dossiers. Et donc, on va rentrer ces dossiers dans les machines, et les machines vont leur donner des solutions. C'est-à-dire qu'elles vont rentrer les différents arguments, les différentes conclusions des avocats, ce que le procureur lui-même va porter comme préconisation. Et donc, à partir de ça, ils vont faire des analyses prédictives et probabilistes, hein, plus que prédictives, pour essayer de comprendre quelle est, par rapport aux autres décisions de justice, par rapport aux règles de droit ambiantes, par rapport aux valeurs ambiantes, quelle est la meilleure décision du moment. Mais il n'empêche qu'il n'y a que le juge qui pourra définir à la fin quelle est la meilleure décision du moment, c'est-à-dire celle qui, en fonction du cas réel, c'est-à-dire que c'est le truc non automatisable au final, hein, c'est l'hyper-particularité, va pouvoir dire, mais dans ce cas-là, voilà le contexte juridique qui me paraît le plus pertinent à appliquer. Donc ça, c'était pour faire un raccord avec le sujet de la table ronde, hein, qui était l'impact humain organisationnel de l'IA. C'est que à la fois, on a ces grands débats éthiques et droits qui vont devoir se mener. C'est des débats où l'éthique, c'est bien pour discuter, le droit est nécessaire pour réguler, parce que sinon, sans droit, il n'y a pas de contrainte, hein, il ne faut pas oublier, et que la contrainte est nécessaire au vivre ensemble. Et de l'autre côté, on va avoir des impacts extrêmement importants sur les métiers et sur la manière de vivre ensemble, qui nous obligent de toute manière à avoir ce débat éthique et juridique. Voilà, merci. Bon, je suis complètement effondré. J'ai l'impression que cette révolution, je la connaissais déjà un peu, mais là, Isabelle nous pose tellement de questions qu'on est noyé sociétalement sur tous les enjeux. Je lisais récemment un article, une interview d'un philosophe israélien extraordinaire qui disait « Aujourd'hui, vous mesurez mal les incidences et les impacts de l'IA. Le terrorisme, c'est rien du tout. Tous les phénomènes mondiaux, c'est rien du tout. L'IA va provoquer des cataclysmes. » Vous avez utilisé le terme de cataclysme autrement, mais quand on vous écoute, heureusement qu'il y avait quelques éléments positifs à la fin, parce que là, on remet tout en cause. La machine va-t-elle prendre le pouvoir ? Non, la machine devrait être une aide à la décision, mais on sait qu'il y a des nombreux cas. Il y a des sociétés d'assurance qui vous disent que demain, eu égard au data mining et à l'explosion des données qui seront stockées, la société d'assurance vous dira la solution à prendre, c'est celle-là, parce qu'on sait que c'est ça. Et dans le droit, je disais à Isabelle, la jurisprudence anglo-saxonne, elle est basée sur la jurisprudence. Les avocats sont obligés de faire des recherches extrêmement longues. Aujourd'hui, avec tous les cas jurisprudentiels qui seront engrangés, on dira la seule solution, dit l'avocat, c'est celle-là qu'il faut prendre. Un site américain dit que les jeunes avocats aujourd'hui sont dépassés par les réponses automatiques des logiciels d'intelligence artificielle. Alors ça, c'est américain, c'est peut-être pas exact tout à fait, mais c'est vrai que les basculements sont fondamentaux. Et je ne suis pas sûr, et ça va nous amener à la troisième intervention, les impacts nombreux dans tous les secteurs. Je cherche les impacts, les métiers qui ne seront pas impactés par l'intelligence artificielle. Peut-être ceux qui ne sont pas intelligents récupéreront un peu d'intelligence par logiciel interposé. Mais c'est à la fois inquiétant et stimulant. Et je reviens à ma question, est-ce qu'on ne s'embarque pas trop avec des valeurs d'éthique par rapport dans la concurrence mondiale ? Vous savez ce qui se passe en Chine aujourd'hui. Grâce à l'intelligence artificielle, chaque citoyen va être noté, évalué et n'aura plus accès à un certain nombre de fonctions si sa note moyenne et ses Big Brother est insuffisante. Et aujourd'hui, on va pouvoir le faire.
faire. Les Chinois vont pas s'embarrasser de RGPD et autres. Les Russes non plus. Donc attention, on est dans la concurrence mondiale. On va passer aux impacts peut-être plus pratiques par un grand patron, directeur des sites de HP, qui a mesuré et a évalué l'impact dans les différents métiers. Alors je vous laisse vous présenter plus en avant. Écoutez, c'est effectivement une expérience d'humilité de passer après des dames qui font des présentations aussi brillantes. Et donc moi, je m'appelle Lionel Lapras, je travaille chez Hewlett-Packard Enterprise et plus particulièrement le site de Sophia Antipolis. Et j'ai une carrière assez longue maintenant dans l'informatique, pour le meilleur et pour le pire. Je suis un épicier qui a mal tourné, qui s'est intéressé au logiciel, qui a trouvé que c'était fabuleux, qu'on pouvait faire plein de choses avec. Et depuis, j'ai itéré entre faire du logiciel et faire des affaires avec, dans cette société qui m'a fourni beaucoup d'opportunités. Donc ça m'a amené à travailler sur de différents domaines d'innovation pour introduire de nouveaux produits, de nouveaux services dans lesquels on a utilisé beaucoup de logiciels et quelquefois de l'intelligence artificielle. Et c'est évidemment de plus en plus le cas, même si ça fait déjà 10-15 ans qu'on intègre certaines formes d'intelligence artificielle, celles qui ne se reposaient pas sur les données massives, parce que le problème des données massives, comme ça a été exposé tout à l'heure, c'est que d'abord il fallait avoir les données et ensuite ça coûtait très cher à traiter, donc ça fait assez peu de temps, juste 3 ans, 4 ans, que cette problématique d'intelligence artificielle et d'apprentissage associée à des données massives peut être mise en œuvre économiquement. Donc moi ce que je vois d'abord en tant qu'industriel de l'informatique, dont l'intelligence artificielle finalement est une des branches et une des applications, même s'il y a beaucoup de mathématiques dedans, c'est d'abord que ça crée de nouvelles opportunités. Il y a 35-40 ans, on est rentré dans la société de l'information. Et donc dans la société de l'information, on manipule de plus en plus d'informations et aussi il y a de plus en plus de valeurs qui est associée, valeur économique, qui est associée à l'information, au traitement de l'information. Donc l'intelligence artificielle permet évidemment de passer à un nouveau niveau d'automatisation et aussi de création de valeur dans la société d'information. Et on le voit bien avec un certain nombre de services qui sont mis en œuvre, parce que par exemple, face à la recrudescence des embouteillages plus ou moins prévisibles, on est de plus en plus nombreux à utiliser des routeurs pour se déplacer. Et ces routeurs reposent sur à la fois des données massives et de l'intelligence artificielle. Donc après, les gens ont trouvé des façons de créer de la valeur avec ces données, ce qui n'est pas forcément évident. Hein, quand Google s'est lancé en disant nous, notre vocation, c'est de collecter et d'organiser l'information de l'univers, du monde, pardon, of the world, et de la rendre universellement accessible. On n'était pas sûr qu'il y avait un business model derrière, mais finalement, il semblerait que ça marche. Donc, ça génère maintenant des dizaines de milliards de dollars de bénéfices par an. Donc, il y a beaucoup d'opportunités d'innovation. Moi, quand je regarde les conséquences de l'intelligence artificielle, enfin du déploiement de l'intelligence artificielle, en particulier du machine learning et du deep learning, sur les différentes fonctions et les entreprises, je vois d'abord qu'au niveau de la conception des offres, si on peut dire il y a 3 grandes fonctions, il y a la conception, il y a la vente et il y a la livraison, fournir le produit ou le service. À ce niveau-là, du côté de la conception, il y a beaucoup d'opportunités parce qu'il y a beaucoup de moyens de créer de nouvelles offres, il y a beaucoup de nouvelles offres à créer, beaucoup de produits et de services à enrichir avec de l'intelligence artificielle. Après, du côté de la vente, il y a aussi des opportunités de vendre plus et mieux, mais il y a aussi beaucoup d'automatisation qui va se produire. Et donc beaucoup de jobs de moyenne complexité qui vont être affectés. Il y a aussi un point très important à regarder en termes de politique industrielle, et je pense que c'est bien que dans le plan français sur l'intelligence artificielle, on s'en préoccupe.
c'est qu'il y a des gens qui agrègent beaucoup de données et de services de beaucoup d'utilisateurs, et donc qui se retrouvent dans une position de force. Et les économistes qui ont travaillé sur les effets réseau peuvent mesurer un peu mieux l'importance de cette position de force, parce qu'ils sont justement agrégateurs de services et de données Internet, et ça leur donne un contrôle sur ce que les autres peuvent faire ou pas faire. Et puis quand on regarde comment on fournit les produits ou les services, il y a aussi beaucoup d'opportunités d'améliorer les choses, mais il y a en même temps pas mal d'automatisation, encore une fois, qui va impacter surtout les jobs de complexité moyenne. D'ailleurs, quand on regarde les études sur les métiers qui pourraient être menacés, en tout cas dans l'avenir prévisible pour l'intelligence artificielle, ce n'est pas les avocats. Ce sont les employés de banque, les employés en comptabilité, pas les experts comptables, ce sont les caissiers, ce sont les manutentionnaires, des gens qui utilisent modérément leur intelligence dans leur job. C'est pas qu'ils l'utilisent pas, mais ils l'utilisent modérément, et une bonne partie de ce qu'ils font peut être automatisée avec de la lecture automatique de documents, par exemple. Donc, c'est ce genre de choses qui se passent. Après, je peux vous donner quelques exemples que j'ai touchés de près ou de loin sur les applications d'intelligence artificielle. Bon, dans les réseaux de télécommunications, Thierry Nagelen y a fait référence tout à l'heure, on gère des très grandes quantités d'objets et des très grandes quantités d'événements. Ça a toujours été et ça ne fait qu'augmenter. Donc il y a 20 ans, on parlait de centaines de milliers d'objets, c'était très compliqué. Maintenant, on parle de millions d'objets, plus de dizaines ou centaines de millions, voire de milliards d'objets qui font partie du réseau, mais qui sont à propriété, ou en tout cas qui sont en possession des utilisateurs. Et tout ça génère des quantités astronomiques d'événements, en dizaines de millions, en centaines de millions, en milliards par jour. Et analyser ces événements, c'est une tâche qui n'est juste pas possible pour les humains sans outils. Donc on a déjà mis en place des outils, on a déjà mis en place des formes d'apprentissage machine pour le traitement et l'analyse des événements sur les réseaux télécoms, pour pouvoir ne serait-ce que les maintenir en conditions opérationnelles. Mais ces réseaux continuent d'évoluer. Avec la 5G, par exemple, ils vont être virtualisés, il va y avoir encore plus d'antennes, il va y avoir une séparation entre le matériel et le logiciel à peu près à tous les niveaux, pour que les réseaux soient adaptables et puissent s'adapter à la demande de service à un instant donné, à un endroit donné. Et ça, c'est très bien, mais pour le gérer et le maintenir en bon état de fonctionnement, ça va être très compliqué. Il va falloir aussi aller très vite. Et par ailleurs, le fait que ces réseaux soient virtualisés va donner des possibilités de remédier à des problèmes très rapidement par des interventions, des commandes logicielles. Donc, il y a une problématique qui est en cours de développement pour aller beaucoup plus loin dans la mise en œuvre de l'intelligence artificielle, dans ce que j'appellerais, pour essayer de parler français pour tout le monde, le maintien en condition opérationnelle des réseaux et des services. Quand on prend les juristes, alors ça fait très longtemps que les juristes utilisent les données massives et des formes d'ailleurs d'intelligence artificielle, y compris des capacités de résumé ou d'analyse sémantique, pour analyser la jurisprudence et les lois et voir ce qu'on peut faire dans tel ou tel cas. Mais les premières applications d'intelligence artificielle, c'est par exemple pour automatiser la validation des accords de confidentialité. Quand on est dans l'innovation, on signe des accords de confidentialité à tout bout de champ. La plupart n'ont pas un intérêt stratégique majeur. Et s'il faut passer, en passant par un juriste d'entreprise, on va mettre, lui il va passer peut-être 20 minutes à analyser, mais on va peut-être mettre 2 jours ou une semaine à avoir la réponse. Donc, ou en tout cas, on va passer au moins 2 heures. Et en automatisant ces traitements avec l'intelligence artificielle, on peut descendre à quelques secondes. Donc, dans le monde dans lequel on vit, c'est intéressant. Il y a aussi des entreprises, d'ailleurs, il y en a qui sont basées ici, si mes souvenirs sont bons, ou en tout cas qui sont membres du pôle solutions communicantes sécurisées, que je préside, donc j'en profite pour faire un petit peu de publicité.
et qui travaille sur l'analyse automatique des conditions générales d'achat pour les services achats. Parce que quiconque a déjà essayé de lire intégralement des conditions générales de vente ou d'achat, qu'on pu constater que c'est un exercice qui n'est pas particulièrement gratifiant, mais qui peut receler des surprises. Et donc, pour un service achat, c'est très intéressant de pouvoir automatiser ça pour effectivement traiter les conditions générales d'achat au lieu de faire semblant, et pour s'assurer que c'est conforme ou pas conforme, et qu'on peut accepter les déviations qui sont en train d'être mises en œuvre. Dans la santé, on travaille... C'est déjà utilisé pas mal en assurance qualité, par exemple, dans les laboratoires d'analyse pathologique. d'ANAPAT, j'ai cherché le vrai nom, pour faire de l'assurance qualité. C'est-à-dire que c'est un humain un médecin qui va analyser les tissus pour s'assurer de leur état. Mais en faisant passer derrière de la reconnaissance de forme, on peut aider cet humain à s'assurer qu'il n'a pas loupé quelque chose. Et en fait, ce qu'on voit se développer, il y a une entreprise qui a été créée ici, spin-off de l'INRIA, qui s'appelle TheraPixel, qui fait des choses très prometteuses sur le dépistage du cancer du sein. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va pouvoir faire beaucoup plus de dépistage pour beaucoup moins cher, et à la fin réduire les inconvénients du cancer du sein ou d'autres maladies. Pour l'industrie, on travaille beaucoup sur des applications de maintenance prescriptive. J'ai un collègue qui n'est pas là aujourd'hui, qui est d'ailleurs notre chef architecte pour les solutions de maintenance prédictive et prescriptive. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut analyser les vibrations d'une machine et d'autres paramètres, et avec les capteurs, s'apercevoir de manière fiable à quel moment il va falloir remplacer quelle pièce sur cette machine. Et ça, en termes de maintenance en conditions opérationnelles et d'efficacité du processus et de qualité, de coût de la fabrication, ça peut être très important. Dans la vente en ligne, je vois mon ami Maurice qui est là, qui a créé My Dream Match, qui est aussi membre du pôle SCS. Et My Dream Match développe des algorithmes très intéressants qui en fait permettent de tenir compte des préférences de l'utilisateur dans la vente en ligne. Et ça peut s'appliquer au commerce aussi bien qu'à l'immobilier, même si l'adoption n'est pas toujours évidente. Donc je pense qu'il y a beaucoup de possibilités dans les médias. Le traitement par exemple, le passage, les chaînes de télévision génèrent beaucoup de contenu et elles veulent le mettre en ligne pour le mobile et sur les réseaux sociaux. Mais si on le fait avec un processus classique, ça prend plusieurs heures, voire plusieurs jours. Donc quand le contenu arrive, il n'a plus la même valeur. Or, il est possible de repérer automatiquement le contenu qui peut présenter un intérêt, être mis en ligne sur le mobile ou les réseaux mobiles, et le traiter, et le sélectionner, le retraiter, et le mettre en ligne sur Internet en quelques secondes, ou en tout cas quelques minutes, avec ou sans intervention humaine, selon le degré de confiance qu'on a dans le processus. Donc voilà, il y a beaucoup d'opportunités d'améliorer les services dans leur fourniture, dans la vente, dans la conception, et de créer de la valeur avec. Et je pense que pour notre région, pour notre pays, c'est très important de se concentrer d'abord sur les opportunités et de ne pas trop s'encombrer avec les contraintes. Donc je rejoins totalement Michel sur le fait qu'il faut d'abord trouver des opportunités, occuper des positions, bâtir des business models, essayer de se donner des points de contrôle, de verrouiller. Donc il faut être très très méchant pour pouvoir faire des affaires, créer des emplois, maintenir des emplois. Et au passage, on va se préoccuper de la légalité, de l'éthique, etc. Non mais sérieusement, enfin je prends un peu le contre-pied exprès, mais
Sinon, on va se retrouver face à des problèmes pas du tout intéressants de comment on gère de façon légale et éthique le chômage. Donc, voilà. J'en termine là-dessus. Je pense qu'en termes de management et dans chaque métier, il faut apprendre à s'occuper de la quantité et de la qualité des données, du repérage des biais. Par exemple, là, il y a un grand débat. Comment est-ce qu'on va gérer l'information dans le grand débat ? Il faut se préoccuper des objectifs. Donc, est-ce qu'on a les mêmes objectifs que Poutine ou est-ce qu'on a des objectifs que nous considérerions plus vertueux ? Il faut se préoccuper du contrôle des processus qui sont automatisés. Et je terminerai avec un de mes auteurs favoris, François Rabelais, qui, au début de la Renaissance, nous a rappelé, parce que je pense que ça ne datait pas de l'époque, que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et je rajouterai de la nature et de l'humanité. Bon, moi, à vous écouter, c'est passionnant. Je crois que je vais faire développer un algorithme prédictif sur le bilan possible à 10 ans de l'intelligence artificielle entre opportunités et menaces. Et aujourd'hui, on vient de brosser, et on n'a pas fini, toutes les opportunités et aussi toutes les menaces. Alors, il y a des points qu'on n'a pas abordés. Philosophiquement, quelle est la place de l'homme ? L'IA est-elle un futur assistant, une aide, ou est-ce un remplaçant ? C'est sûr que ça pose le problème, secteur par secteur. On dit que 50% des emplois, dans les 10 ans, vont disparaître. Ceux que vous avez cités, Lionel, c'est-à-dire les emplois peu qualifiés. Bon, il y avait une autre question qui était posée à l'audience, là, à l'assistance, c'était le remplacement des... Est-ce qu'on va pouvoir demain remplacer les chercheurs ? Vous savez que le deep learning, c'est une révolution et qu'après avoir battu les ordinateurs, battu les joueurs d'échecs et puis maintenant AlphaGo, les joueurs de Go, on a appris aux machines à bluffer. Et par le dernier programme 2017 Librius, elles apprennent à bluffer et à prendre de court des joueurs de poker de très haut niveau. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui nous amène à un autre niveau. Donc est-ce que demain, on va pouvoir apprendre aux machines à chercher à partir des bases de données colossales et des processus méthodologiques que sous-tendent la recherche? Ça, c'est une autre question qu'on n'a pas abordée. Et il y en a une qui me préoccupe beaucoup, qu'on n'a pas non plus abordée là-dedans, c'est comment faire face à l'expansion de la machine et comment reformer les hommes, tous ceux qui sont menacés, dans leur métier. Tout le monde ne va pas être capable d'apprendre des nouveaux processus de contrôle de machine, de compréhension des algorithmes. Ça, on a dit que c'était quasiment pas possible. La transparence, j'y crois pas dans la méthodologie de compréhension de l'algorithme. Il faut être d'un certain niveau. Mais comment on va pouvoir... Il y a un chercheur qui disait aujourd'hui, on est en train de créer une classe vide, c'est-à-dire la classe de tous ceux dont les jobs vont être supprimés. Et là, c'est un enjeu sociologique et très important. Voilà, donc la formation adaptative, ça, pour moi, il y a des grands points d'interrogation. Bon, alors, on va laisser la place après quelques questions. Un monsieur qui a une question là et après là-bas. Alors, les questions. Oui, bonjour, Romain Ragon. Donc, je suis développeur, ingénieur, etc. en intelligence artificielle depuis 30 ans. Donc j'ai bien vu, pour moi, l'évolution, et on n'en parle peut-être pas assez, on passe de l'intelligence artificielle artisanale et locale, il y a 30 ans, donc, à une intelligence artificielle industrielle et mondiale actuellement. Et alors la problématique, c'est qu'elle n'est pas vraiment mondiale, elle est plutôt bipolaire, américano-chinoise. Et on s'interroge assez peu, je trouve, sur qu'est-ce qui est l'intelligence vue par un Américain et qu'est-ce qui est l'intelligence vue par un Chinois. Et c'est, connaissant les deux cultures, c'est pas la même chose. Et d'ailleurs, les aspects culturels ne sont pas non plus exposés. Donc j'aimerais voir comment on peut, avec une intelligence mondiale, comment on peut, parce qu'évidemment les questions qui vont être posées ou les applications qui vont être données vont devoir avoir besoin de résultats selon une culture, selon une intelligence, selon un tas des critères éthiques, etc., locaux, qui ne sont pas les mêmes dans le monde. Donc,
pour donner un exemple, un logiciel de criblage pour obtenir un prêt bancaire, si on le fait traiter par une intelligence artificielle américaine, ben on va regarder que les revenus ne sont pas forcément assez bons, etc., que la durée de vie de celui qui va demander, et puis son état de santé, avec toutes les données qui ont été récoltées, font que il ne peut pas obtenir un prêt de plus de 5 ans parce que son espérance de vie a été calculée à 5 ans. Et si c'est une intelligence artificielle chinoise, on aura détecté qu'il traverse au feu rouge à pied et que donc il n'a pas un bon comportement selon les règles chinoises, et à ce moment-là il n'aura pas son prêt parce qu'il traverse au feu rouge. Voilà, globalement c'est ça, et les deux sont aussi inacceptables pour un Français, qu'on prenne d'un côté ou de l'autre. Donc que faire pour relocaliser l'intelligence ? Relocaliser, impossible. Vous savez, on est dans une concurrence internationale qui va être absolument essentielle. Lionel, vous voulez réagir ? Je veux bien donner un élément de réponse. Je l'ai introduit tout à l'heure. Je pense qu'il faut que nos entrepreneurs et nos chercheurs français se préoccupent de prendre des positions dominantes de contrôle dans cette nouvelle société de l'information. C'est-à-dire des positions dans lesquelles on est un passage obligé pour des services essentiels, le genre de position que Google s'échine à occuper systématiquement. Et ils le font systématiquement parce qu'il y a une théorie économique derrière l'entreprise Google. Cette théorie, c'est la théorie des règles de l'information qui a été énoncée par deux économistes américains, Shapiro et Varian. Et Varian est devenu le Chief Economic Officer de Google. Et à partir de là, ils ont systématiquement passer au crible toutes les idées pour essayer de construire des positions de contrôle avec des effets réseau, c'est-à-dire des choses qui deviennent des monopoles naturels. C'est ce qu'il nous faut. Et dans la mesure où on a déjà pris du retard là-dessus, et dans la mesure où on a des enjeux sociétaux, il faudra peut-être intervenir au niveau politique pour changer le cadre, changer les règles du jeu, de façon à ce que ça évolue en faveur de l'Europe et de la France. Voilà. Moi, j'aime bien les utopistes. Merci, Lionel. Vous vouliez répondre ? Ouais, ça fait bizarre pour la France d'être une colonie technologique. C'est-à-dire qu'on est effectivement face à deux géants qui sont les États-Unis et la Chine, avec des approches différentes. On est dans la même situation que les Africains, qui ont leur centre de recherche, leur premier centre de recherche sur l'intelligence artificielle qui va ouvrir. Alors, on a la qualité, on a quand même 50 000 ingénieurs français dans la Silicon Valley, par exemple. On a, dans les centres de recherche chinois, on a des Français. Donc, effectivement, il y a déjà une responsabilisation individuelle, d'un point de vue culturel, à se dire, moi, en tant que Français, quelle est ma vision, et beaucoup d'équipes en intelligence artificielle sont pluriculturelles, plurinationales. Donc ça, c'est intéressant. Mais je crois que une grande partie appartient... moi, j'ai un idole en droit qu'on a tous, c'est The Code is Law, c'est Lessig, qui expliquait comment le fait qu'on formatait les données dans des systèmes informatiques faisait qu'on formatait la société. C'est-à-dire que finalement, celui qui construisait le cadre, finalement, c'était l'informaticien. Et donc, si on ne le contraint pas à construire un cadre plutôt qu'un autre par le droit, finalement, il construira le cadre que lui demandera son employeur. Et donc, culturellement, il sera adapté à son employeur. Donc, le droit peut être une véritable opportunité en Europe. Et le RGDP est une contrainte et une opportunité. Ça, tous les Américains, j'ai pas mal été aux États-Unis, et les Américains sont admiratifs du RGDP parce que, en termes de responsabilité, ça exonère l'entreprise en partie. Et ça lui permet d'avoir une règle claire. Il faut faire comme ça avec les données. Et puis après, c'est contraignant pour une start-up parce qu'elle n'a pas les moyens de le mettre en œuvre, c'est autre chose. Mais
c'est le meilleur moyen de nous coloniser le monde, c'est de rester ce qu'on a été au départ, c'est des universalistes, et de penser le monde dans sa globalité, et de revoir nos principes de base, liberté, égalité, comme je disais tout à l'heure, et d'essayer de réacculturer et d'accepter aussi d'être colonisé. Voilà. Une autre question ici. Bonjour. Tout d'abord, je vous félicite et je vous remercie pour ces excellentes présentations. Alors moi j'avais une question, je voulais revenir sur la base de ce que Valentina et Isabelle ont fort bien décrit, à la fois sur la globalisation, les fake news, l'expression sans les échanges et tous les problèmes d'éthique qui sont liés à ça. Pour moi, je vois le monde aujourd'hui avec cette mutation absolument hallucinante comme finalement une énorme intelligence artificielle, c'est-à-dire on devient tous des éléments de cette intelligence artificielle, on dit plein de choses et on participe à plein de choses, on hyper communique tous ensemble et finalement il se passe des choses qu'on maîtrise pas bien, il y a tellement de données qui sont échangées et on voit aujourd'hui, pour reprendre encore le modèle de fonctionnement de la France aujourd'hui avec les gilets jaunes et puis nos partis qui explosent en vol, etc., que finalement on n'a plus aucun contrôle sur quoi que ce soit et où on le perd beaucoup, en tout cas par rapport à ce qu'il y avait avant. Et donc me venait la question, vous l'avez évoqué rapidement Isabelle, qui est la question de responsabilité. En fait, j'ai l'impression que déjà par ce grand modèle de globalisation, la responsabilité s'est perdue de plus en plus. Avec l'intelligence artificielle, comment on va gérer la responsabilité? C'est-à-dire il y a plein de processus qui deviennent décisionnels, qui deviennent de plus en plus pris par l'intelligence artificielle, à qui on doit attribuer cette responsabilité. Et dernière petite question, est-ce qu'on peut imaginer une police de l'IA, c'est-à-dire finalement des algorithmes embarqués, des assertions, des contraintes juridiques qui pourraient automatiquement verrouiller les processus décisionnels? Réponse sans dévoiler la table ronde d'après, puisque la police de l'IA, c'est un peu le sujet de la table ronde suivante. Alors, juste pour répondre, on assiste à un phénomène en responsabilité. La vraie problématique avec l'IA, c'est la dilution de la décision. C'est que, à côté de l'humain, une machine va l'aider à prendre la décision. Et on ne sait plus qui de la machine ou de l'humain prend la décision. Là, déjà, c'est le premier problème. D'où, tout à l'heure, je parlais de la chaîne de responsabilité. La première chose que l'on va devoir faire, et sur laquelle on ne pourra pas légiférer tout de suite, c'est comprendre cette nouvelle mécanique de la décision et donc voir quels sont les acteurs qui contribuent à ces décisions et comment on va pouvoir les responsabiliser par rapport à la capacité technologique qu'ils ont à le faire. La deuxième chose, c'est que peut-être il faut rester moins collé au droit que comme on l'a fait. On a vu le droit comme un moyen normatif jusqu'à présent. On s'aperçoit que la norme ne vient plus du droit, mais vient plutôt de la data et de sa manière de l'organiser. Donc peut-être que le droit doit se détacher de la norme qui est normalisée finalement par les systèmes informatiques pour se concentrer sur l'objectif. C'est-à-dire quelle société on veut, quelles sont les valeurs qu'on veut défendre, mais d'un point de vue juridique. C'est-à-dire quel est mon but à atteindre. C'est revenir un peu à l'origine du droit, à Aristote qui disait il vaut mieux... Un être humain, il est perfectible. L'intelligence artificielle l'est aussi, la comparaison est pertinente. C'est-à-dire que à ce stade-là, il commet encore des erreurs, mais dans un stade ultérieur, il va y arriver. Donc c'est faire avoir un régime de responsabilité qui se gradue comme ça au fur et à mesure de la maturité d'une technologie. Voilà. Oui, moi aussi, c'est la question de la responsabilité. 2 secondes. Parce qu'en fait, un des mots du binôme innovation éthique, mais moi, je souhaite faire cette précision, c'est que l'éthique ou philosophie morale sont une branche de la philosophie. Donc, c'est pas que l'éthique et la philosophie à côté, d'une part. Et éthique et morale, je suis pas du tout d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure. L'éthique et la morale sont la même chose. Après, on peut les définir de façon différente. En quoi? Parce que éthique vient du grec ethos, qui est le comportement, et morale vient de mœurs, ou mores en latin. Donc, ça revient au
nous-mêmes, c'est-à-dire la pratique, le comportement. Qu'est-ce que fait la morale? Se pose des questions. Est-ce que ce que je vais faire est un conflit avec des valeurs? L'éthique est question de valeurs et qui sont mesurées par rapport à un bien ou à un mal. Et troisième chose, il y a la déontologie qui n'a rien à voir avec l'éthique dans la mesure où ça vient du grec, déon, c'est le devoir, ce qu'un chercheur doit faire, ce qu'un médecin, ce qu'un avocat doit faire pour que son activité professionnelle soit éthique, c'est-à-dire corresponde au bien et au juste, qui sont les deux valeurs fondamentales dans l'éthique. Voilà, je tenais à ça parce que la question de la responsabilité est que le monde technique qui installe des procédures derrière lesquelles chacun s'abrite, parce que comme ça n'a pas de problème au niveau des RH ou de l'avocat et tout, fait qu'on déresponsabilise de plus en plus tous les sujets, tous les comment dirais-je, les êtres humains, sortant ce mot quand même qui est magnifique, qui fait que, en effet, l'employé est une fonction. À la place de l'être humain, on a mis la fonction. Ce qui fait que, effectivement, quel est le futur de l'intelligence artificielle? Moi, personnellement, je pense qu'il y aura, dans quelques années, beaucoup moins d'ingénieurs informatiques, pardon pour les collègues informaticiens, mais peut-être qu'il y aura des professions, des anthropologues, des personnes qui travaillent sur l'art, parce que ces besoins humains qui sont propres à l'homme et pas à la machine, l'intelligence artificielle ne peut pas les faire. Bien sûr, ils peuvent composer de la musique, faire des tableaux, faire des cinémas, tout ce que vous voulez, mais le problème, c'est que l'homme n'a pas simplement besoin d'utiliser ces produits, mais il a besoin de les produire comme véritable besoin d'expression de son identité. On termine, c'est merveilleux. On a posé autant de questions qu'on a apporté de non-réponses, tellement ce débat est complexe. Mais moi, ce qui me fait plaisir, c'est d'entendre qu'enfin, les sciences humaines vont trouver de nouveaux débouchés fabuleux. Or, la problématique qu'on avait aujourd'hui, c'est qu'on avait du mal à leur trouver parfois des jobs. Donc, fabuleux, extraordinaire. Ah bah si, la réalité... Vous voulez ajouter Thierry, un dernier mot. Voilà, je voudrais ajouter un élément différent. C'est que je pense qu'il faut bien regarder les opportunités. Et donc, par exemple, pour revenir à cette question de responsabilité, quand on introduit un véhicule autonome, je pense que c'est évidemment le fournisseur du service ou du véhicule qui va prendre la responsabilité au premier niveau. Quand on introduit des assistances dans un véhicule, par exemple un dispositif anti-collision, ça peut être plus compliqué. Disons qu'au premier degré, c'est forcément le conducteur qui va rester responsable. Mais l'intérêt du dispositif anti-collision, c'est qu'il va réagir beaucoup plus vite que l'humain. Et donc, dans la mesure où il détecte un risque, il va le faire bien avant l'humain. Après, peut-être qu'il n'aura pas les mêmes capacité d'anticipation de qu'est-ce qui se passe devant et comment ça peut se comporter, mais par contre sur le risque de collision propre, il va réagir beaucoup plus vite. Donc je pense que vraisemblablement on constatera à l'usage que ça a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients, et c'est comme ça qu'on a avancé. Il faut l'espérer. Merci beaucoup à nos intervenants. Merci à Michel d'avoir modéré cette table ronde.